Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette keynote IA générative et données ouvertes, pillage ou fertilisation. On va commencer par se présenter. Samuel Goeta, cofondateur de la coopérative Data Activist, membre fondateur de Data Publica. Et bonjour, Margot Lard-Pérez, je suis consultante sciences ouvertes à Data Activist. Et donc si vous n'êtes pas familier de la science ouverte, vous le saurez un peu plus en sortant d'ici. Dans cette keynote, on va revenir sur le lien en fait, entre Open Data et l'IA générative. Ça vient un peu dans un contexte où il y a une petite musique où certaines personnes nous disent maintenant le sujet c'est l'IA, c'est pas tant l'Open Data. Ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est qu'il y a des liens évidents entre Open Data et IA générative et que ça réinterroge en profondeur certains fondements du mouvement de l'open data, mais aussi que les questions d'accès aux données réinterrogent l'avenir de l'intelligence artificielle générative. Alors pour commencer, je vais revenir sur une petite anecdote. Une anecdote qui est un peu dans le début de ma vie de consultant. Au moment où je faisais ma thèse, j'avais fait une petite mission pour une organisation internationale qui travaillait sur l'ouverture de ces données, mais aussi sur l'ouverture de ces publications. J'étais pas très aguerri en consulting et on m'a demandé de rajouter dans ma présentation, donc j'avais fait un benchmark des politiques d'open data et d'open access, donc d'accès aux publications scientifiques, vous le saurez tout ce que ça veut dire juste après, de mettre dans ma présentation que les publications scientifiques étaient des non-data, que ça serait des non-données. Et ça, en fait, c'est un peu imprégné, c'est un truc qu'on a revu régulièrement parce qu'en fait, très souvent, on a dissocié open data et certaines formes de données, des données qu'on va qualifier de non structurées, et on a considéré que le texte, les images, le son, la vidéo, les PDF, tout ça, ce ne serait pas des données et donc ça ne serait pas concerné par l'open data. Et pourtant, d'un point de vue purement informatique, tout ça, ce sont des données, hein, il n'y a pas de grande différence. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, dans les politiques d'open data, toutes ces données non structurées, vous ne les trouvez pas en fait. C'est difficile de les trouver sur les portails open data. On a publié très peu en fait de corpus de données non structurées, donc tous ces des corpus de texte, des corpus d'images, des corpus de vidéos. Et c'est un peu de mouvements qui ont vécu deux vies parallèles, un peu deux salles, deux ambiances de l'open data. Et pourtant, aujourd'hui, ce qui est sous le feu des projecteurs sont évidemment des usages de données non structurées. Si on regarde par exemple celui qu'on évoque tout le temps, qui est sur toutes les lèvres, qui est ChatGPT, la version GPT-3 dont on connaît la recette, parce qu'après, par la suite, OpenAI n'a plus d'open que le nom, en fait, si on connaissait en fait les données sources. Et quand on regarde dans la liste de ces données sources, c'est ce que vous voyez sur ce tableau-là, ce sont essentiellement, uniquement des données ouvertes. Alors, des données ouvertes qui comportent des données à caractère personnel. Donc pour les personnes qui sont habituées à l'open data, c'est un peu bizarre, il y a des données à caractère personnel, il y a du copyright. C'est en fait la source à 60%, c'est Common Crawl, une base de données ouverte qui est une sorte d'aspiration du web à une échelle plus réduite que à quoi accède Google, mais c'est une aspiration du web qui comporte toutes sortes de choses et qui est mise en open data. Vous avez des données aussi là-dedans issues de livres qui sont des données ouvertes, et vous avez aussi Wikipédia qui a servi à faire un peu ce mélange de données qui a servi à l'entraînement de cette IA. Donc il y a des données ouvertes derrière ChatGPT, ce qui nous permet au début de nos présentations sur ce que l'IA, les usages formidables de l'open data, on peut dire avec l'open data, il y a eu aussi ChatGPT. Et en fait, c'est quelque chose qu'on voit là, donc cette distinction entre données non structurées, données structurées, qui feraient partie ou pas de l'open data. En fait, on a vu qu'il y avait une grande distinction, et moi, pendant la préparation de mon livre, alors je me permets juste de le montrer parce que l'an dernier, j'annonçais mon livre sans l'avoir fini. Donc en fait, j'étais en pleine rédaction et j'avais pas du tout fini, j'étais hyper stressé. Donc là, je peux vous le montrer aujourd'hui. Dans mon livre, je reviens, il y a une lecture qui a été particulièrement électrochoc, c'est le contre-atlas de l'intelligence artificielle de Kate Crawford. Et Kate Crawford, elle pose un peu deux questions choc et elle montre aussi les liens qu'il peut y avoir entre les données publiques et l'émergence de l'industrie de l'IA. Elle pose une première question choc, c'est même si un ensemble de données reste publiquement accessible, la méta-valeur des données, le modèle qu'elle crée, va rester entre des mains privées.
Et c'est une question en fait qui rejoint des questions assez anciennes dans le monde de l'open data, notamment qui se posaient sur les questions des licences, la question du partage à l'identique, c'est-à-dire à quel moment on encadre la valeur qui va être reprise par les acteurs privés. Et la deuxième question et la deuxième remarque à nous pose, c'est cette idée que si on observe l'usage des données dans l'histoire de l'intelligence artificielle, elle considère qu'il y a eu un pillage et un pillage des communs. Elle nous dit que la nouvelle ruée vers l'or de l'IA, elle consiste à clôturer, et on rejoint tout le langage des communs autour des enclosures, à clôturer tous les types de données disponibles, elle parle de l'ensemble du savoir humain, dans une logique expansionniste de collecte sans fin des données, et elle nous dit que c'est devenu un pillage de l'espace public. Et donc, elle nous pose des questions qui sont évidemment d'actualité et qui devraient tous nous interroger. Et elle nous montre aussi dans son livre que les données publiques, elles ont facilité l'émergence de l'industrie de l'IA. Elle nous montre qu'avant l'arrivée d'Internet, les données publiques ont constitué des gisements pour l'industrie émergente de l'IA, et en particulier dans le domaine du traitement automatique du langage. Elle a deux exemples qui sont particulièrement intéressants et presque savoureux. Le premier, c'est quand elle raconte que les chercheurs qui ont fait chez IBM qui ont fait les premiers modèles d'IA générative de texte qui faisaient une sorte de poésie, en fait, ils avaient un problème d'accès aux données. C'était difficile de trouver des grands corpus. Et alors, il s'est passé un truc très intéressant chez IBM, c'est qu'à l'époque, ils étaient pris dans un procès antitrust. C'est-à-dire qu'ils avaient un volume de documents qui était publié, qui était accessible publiquement. Et en fait, les chercheurs d'IBM, dans leur recherche de données pour créer leur truc, pour faire des poèmes, ils ont utilisé les données du propre procès de leur entreprise pour mettre en place un des premiers modèles d'IA générative. On continue dans cette vague judiciaire parce qu'aux États-Unis, voilà, les régimes d'accès aux données, d'ouverture et de partage en ligne sont très différents. Il y a eu aussi le procès Enron. Vous vous souvenez de cette grande entreprise industrielle qui a été un scandale financier, une entreprise énergétique qui a un grand scandale financier. La Commission de l'énergie aux États-Unis a considéré qu'à des fins de transparence, c'était important de publier l'ensemble des correspondances et des mails de 158 employés dans cette entreprise. Donc c'est aux alentours de 2010. Et donc c'est 1 demi-million d'échanges en langage naturel. C'était vraiment une trouvaille qui a beaucoup servi. En fait, ce qu'on voit, c'est que dans l'émergence de l'industrie, de l'IA, en particulier proche du traitement automatique du langage, mais plus largement de l'IA générative, on a un usage qui est bien connu, on a des usages des données publiques qui sont très présents. Un autre exemple, vous utilisez certainement DeepL pour faire des traductions et vous connaissez peut-être cet outil. À la base, c'est une entreprise que vous avez peut-être croisée, c'est Lingui. Lingui, c'est un dictionnaire qui s'appuie sur des données publiques et notamment sur un trésor de données qui est celui du Parlement européen, qui est une gigantesque manne à traduction. Et donc, vous voyez, à chaque fois, dans ces sources, sont quasi exclusivement des sources issues d'acteurs publics ou parapublics qui sont repris pour produire un dictionnaire d'une très grande qualité. On en parlait juste avant, on a parlé dans la table ronde précédente de Delibia. Il y a plein d'acteurs du monde de l'open data qui sont maintenant des succès, qui sont nés de l'usage de ces données non structurées, donc du texte, des images. Donc on a parlé de Delibia qui s'appuie sur les délibérations. On peut parler d'Explain qui va aider les entreprises à trouver des opportunités en s'appuyant sur tout le discours autour des acteurs publics, donc leur discours, les délibérations et ces choses-là. Il y a Namer qui travaille qui mélange pas mal de données non structurées avec des données structurées pour travailler sur les questions de logement. Et évidemment, Doctrine qui utilise l'open data des décisions de justice. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que tous ces cas-là, en fait, la plupart du temps, en fait, ils passent pas par des portails open data. Ces données-là, elles sont pas sur des portails open data. On a toujours un peu deux salles, deux ambiances, c'est open, mais pas totalement open. Et en fait, si on regarde aussi sur DataGouv, si vous cherchez sur data.gouv.fr les corpus, vous en trouverez assez peu. Il y a une page sur DataGouv qui propose des jeux de données pour faire du machine learning. Vous trouverez assez peu de choses, de corpus de texte. Par exemple, il y a le projet Piaf qui avait initié Etalab avec un jeu de questions-réponses qui permet d'entraîner des agents conversationnels. Il y en a quelques-uns, hein, c'est pas pour... il y a des corpus, mais c'est assez rare. Et en fait, du coup, on a un peu ce deux salles, deux ambiances qui continuent et qui posent des questions intéressantes au mouvement de l'open data, c'est-à-dire est-ce qu'il va falloir aussi se rapprocher sur ces questions de corpus, de publication pour inciter ou non de nouveaux usages de l'IA générative. Alors on va s'intéresser à un type particulier de données, les publications scientifiques.
Oui, alors donc je parle bien d'un type de données en parlant des publications scientifiques. C'est un type de, vous allez voir pourquoi je considère ça comme un type de données. C'est, vous allez le voir, une bonne manière, un bon exemple pour exprimer tout ce que vous a expliqué Samuel jusqu'à présent. Et ce qu'il vous a plus ou moins fait comprendre aussi, c'est qu'en fait, la publication scientifique, et c'est là où je vais en venir aussi, sert déjà dans données d'entraînement, en fait, à l'IA générative. Et c'est un problème qui, en fait, sur lequel on est un peu en train de courir derrière des entreprises qui, en fait, ont déjà très bien compris ça depuis un certain temps. Donc, je vais essayer de résumer 25 ans d'une histoire parallèle à laquelle vous êtes peut-être étranger en 1 minute. Mais l'accès ouvert aux publications scientifiques, c'est l'objet d'un mouvement international qui s'appelle l'Open Access en anglais, et dont l'objectif est l'accès libre et gratuit à la littérature scientifique, dans le respect, et je vais mettre dans la mesure du possible pour essayer de représenter l'entièreté du mouvement, du droit d'auteur. Pourquoi est-ce que c'est un mouvement qui est important ? C'est parce que l'édition scientifique n'est pas une activité bénévole. L'édition scientifique, elle est captée depuis un certain temps, mais depuis à peu près les années 80, par ce qu'on appelle une oligopole de l'édition scientifique, qui est représentée par 4 entreprises majoritaires, qui sont importantes pour la suite, et c'est pour ça que je les cite aujourd'hui: Elsevier, Taylor & Francis, Springer Nature et Wiley. Pourquoi c'est important pour nous aujourd'hui ? Parce qu'au cas où vous l'ignoreriez, les publications scientifiques, donc qui sont là, les écrits scientifiques qui émanent de travaux qui sont réalisés par des acteurs publics, par des chercheurs payés par le public, sont cédés gratuitement à des éditeurs scientifiques qui les publient et les revendent. J'ai peu de temps pour rentrer dans ces détails-là, mais c'est très important de le savoir, et c'est la racine même de la question de l'open access. L'open access, c'est donc à la fois un mouvement militant qui est ancré dans un activisme qui dépasse les frontières strictes de la science. Alors évidemment, bien sûr, au fur et à mesure du temps, et en particulier dans les 15 dernières années, ont été médiatisées les actions de pas mal de chercheurs, notamment dans des boycotts, par exemple d'Elsevier, et c'est pour ça aussi que je vous en parlais juste avant. Mais aussi, il y a eu des mouvements militants qui émanent notamment de mouvements open source. Un activiste très connu de la cause est Aaron Swartz, le cofondateur de Reddit, qui a participé à la médiatisation des questions d'open access dans le monde. Et évidemment, vous avez sans doute, peut-être un jour, été chercher quelque chose sur SciHub qui, évidemment, vous permet un accès illégal aux articles scientifiques. Ce n'est pas qu'un mouvement militant. Depuis à peu près une dizaine d'années, il y a une institutionnalisation forte des questions de sciences ouvertes, donc qui inclut cette question de l'accès ouvert aux publications, et notamment via ce qu'on appelle les plans nationaux pour la science ouverte. On en est à la 2e itération, qui a été publiée en 2021 par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et qui en fait donne les directives nationales concernant l'ouverture des publications, des données, des algorithmes et des codes sources, et qui en fait évoque la 2e itération, la création imminente, et c'est le cas maintenant, de Recherche DataGouv, qui est la branche recherche de DataGouv. Quelque chose dont on a aussi très très peu parlé, j'ai vu aujourd'hui, mais qui est très important, c'est que la loi pour une république numérique, et en particulier justement l'article 30, prend en considération les écrits scientifiques comme une donnée d'importance. Et je tiens à dire que ce qu'elle fait pour la publication scientifique est quasiment unique au monde, en ce qu'elle permet en fait, et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est barbant et compliqué, mais elle permet en fait aux personnes qui sont financées par le secteur public à moitié et qui publie dans un journal qui paraît au moins une fois par an, de conserver dans une certaine mesure des droits d'auteur, même s'il les cède par écrit à un éditeur privé. Et ça, c'est à noter parce qu'en France, on a cette protection-là qui est difficile à mettre en place dans les universités, mais qui existe, et qui permet aussi en fait de ne pas respecter certaines clauses abusives d'embargo. Et pour faire ça aussi en France, on a l'Archive ouverte nationale qui est donc un dépôt public national dans lequel les chercheurs sont encouragés, voire parfois obligés pour certaines, notamment demandes de fonds ou de financement, de déposer leurs recherches, constituant ainsi, on peut l'espérer, plus tard peut-être un commun de nos articles. La littérature scientifique, donc comme je vous le disais, moi je considère ça comme une donnée parce que c'est une donnée d'entraînement. La manière dont c'est devenu un peu mainstream, c'est que c'est devenu assez évident quand on a commencé à avoir les plaintes, et notamment celle du New York Times contre OpenAI, qui a permis de révéler, entre guillemets, via l'action en justice, la constitution du common crawl, et en particulier d'un sous-jeu de données qui s'appelle le jeu C4, le Colossal Clean Crawl Corpus. Et donc là, je vous ai mis juste pour illustration les 50
première source en termes de nombre de tokens, et il y a plusieurs sources scientifiques, dont notamment, par exemple, le site de Springer et le site de Nature, donc qui appartiennent toutes deux, par exemple, au groupe Springer Nature que j'ai cité précédemment. Donc on peut dire, oui, effectivement, il s'avère qu'il y a des données qui sont captées, qui sont des données copyrightées. On essaye de faire des communs, mais malgré tout, elles sont captées déjà au niveau de l'éditeur, soit, mais en fait, les éditeurs scientifiques organisent eux-mêmes cette captation. Cet été, des chercheurs étaient surpris, voire choqués, que leurs articles avaient été revendus comme données d'entraînement par Taylor et Francis à Microsoft. Moi, je ne suis pas surprise, je suis bibliothécaire de formation et je demanderai aux chercheurs de lire ce qu'ils signent, même si ça fait pas mal de temps maintenant que je le dis, mais ce n'est pas étonnant. Et en fait, il y a aussi Wiley, alors peut-être je confonds les deux, mais donc il y en a un des deux qui a signé, il n'a pas voulu dire avec qui, et un qui a signé avec Microsoft pour en fait que les articles scientifiques soient vendus comme des données d'entraînement. Et un article dans Nature à la fin du mois d'août disait que c'était déjà certainement le cas pour énormément d'articles scientifiques. Pourquoi moi ça m'étonne pas? Ça m'étonne pas parce que tout à l'heure je vous ai parlé d'Elsevier qui est l'entreprise qui domine le marché de l'édition scientifique dans le monde. Elsevier fait partie d'un groupe qui s'appelle Relex, c'est une multinationale britannique. Cette multinationale, elle a recentré ses activités il y a une dizaine d'années dans ce qu'elle considère le data analytics. Et en fait, c'est un data broker. C'est un des plus gros data brokers d'Europe, c'est-à-dire que c'est un des plus gros courtiers de données en Europe qui fait des recoupages à la fois de données scientifiques, mais aussi de données personnelles, pour les revendre pour des produits, pour évaluer les risques que vous soyez un mauvais locataire, les risques que vous ayez un accident, etc. etc. Voilà. Donc si vous lisez les Échos, vous savez aussi que c'est peut-être un bon investissement en bourse, ce que je ne vais pas nier. Mais sachez que, par exemple, justement dans un livre sur les cartels de données qui parle de à la fois Relex et de Thomson Reuters, qui est aussi une grosse entreprise qui possède aussi des éditeurs scientifiques. Sarah Ladman, qui est une bibliothécaire en droit, nous dit à elle seule, Relex se targue de posséder plus de 65 milliards de documents scientifiques, 3 pétaoctets de données juridiques et plus de 65 milliards de données personnelles collectées auprès de plus de 10 000 sources. Juste pour vous donner une idée, aux États-Unis, un des outils de Relex, qui s'appelle Lexis, a un contrat avec le gouvernement américain et avec ICE et permet l'expulsion de migrants avec des informations qui sont notamment fournies par des sources juridiques et notamment des avocats qui mettent dans Lexis. On peut penser qu'en France, on est à l'abri de ce genre de choses. Ce ne sera pas forcément le cas. On a un accord national avec Elsevier pour la lecture des articles scientifiques qu'on leur donne gratuitement. Cet accord, à minima pour la lecture, il est de 33 millions annuels. Il vient d'être renouvelé. Ça s'appelle la licence nationale. Ça, c'est pas nouveau. J'avais déjà la même réaction avant, mais ce que je voudrais mettre en avant, c'est qu'aujourd'hui, pour la première fois, dedans, il y a un accord qui dit que les CHU qui voudraient rejoindre la licence nationale, donc pour bénéficier de tarifs et qui ne faisaient pas partie de la licence nationale, pourront le faire sous réserve d'un engagement préalable et concomitant au produit Clinical Key France, qui est un outil conversationnel dans lequel les médecins et les infirmiers dans les hôpitaux peuvent obtenir des conseils afin de soigner leurs patients. Voilà, ma conclusion par rapport à tout ça, en tout cas, c'est que face à ce piège organisé, en fait, il faut se réapproprier le fruit de l'effort public, puisque on n'oublie pas que les publications scientifiques, elles sont produites par des données qui sont produites en grande majorité par le public, et que le copyright, que le droit d'auteur, il est instrumentalisé par ces entreprises aussi contre l'intérêt public. Internet Archive, qui est une bibliothèque digitale mondiale, vient de perdre son droit à prêter du contenu sous copyright contre Hachette, qui n'était pas le seul défendant dans l'histoire. Une des autres entreprises qui les attaquait, c'était Wiley. Oui, c'est ça, Wiley. Non. Oui, c'est ça. Wiley. Donc, les mêmes Wiley qui vendent vos données. La question de se réapproprier tout ça, c'est une question qui se pose notamment grâce à Creative Commons, qui se pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut avoir des règles qui permettent à la fois de conserver son attribution et de revendiquer le droit d'accès, de réutilisation pour tous. Et pour finir, avec Samuel, on a des questions qui fâchent, qui pourront peut-être vous amener à vous poser des questions aussi. Ouais, on voulait terminer sur des questions qui font que vous allez pouvoir débattre à l'apéro. Enfin, vous pouvez parler d'autres choses aussi. La première, c'est
c'est en fait déjà, est-ce que c'est possible d'avoir une IA générative qui est basée sur les communs et est-ce qu'elle est performante? En gros, est-ce que c'est possible d'avoir une IA générative sans pillage? Et du coup, cette question, elle nous invite à regarder un peu à la loupe une initiative, une start-up française qui s'appelle Playas, qui essaye en fait de publier de grands corpus de données qui sont tout à fait des données publiques, dans le respect du droit d'auteur, dans le respect du droit à la vie privée, et qui essayent de monter des IA génératives. Et ça, c'est important aussi pour la science, parce que c'est une science qui est reproductible. Mais du coup, la question qui va se poser, c'est est-ce que c'est vraiment possible ou est-ce que le verre est dans le fruit? Et l'IA générative, c'est quelque chose qui contribue à une sorte de pillage des ressources. Une question, ce serait, puisque les géants de l'Internet et en tout cas de la collecte de données s'arrangent toujours pour trouver des données d'entraînement, est-ce qu'il faudrait favoriser la concurrence en ouvrant des grands corpus? Ça rejoint la question précédente. C'est une question qui est posée notamment aussi par Data Cartel, mais ça va dans le sens aussi du fait qu'aujourd'hui, on a des oligopoles, on a des monopoles, de choses qui auraient dû ou pu être cassées par des lois antitrust comme l'ont été d'autres technologies. Et est-ce qu'il est trop tard ou est-ce que pour avoir éventuellement une variété qui fait qu'on pourrait avoir aussi des IA ou en tout cas des corpus d'entraînement pour ces IA qui pourraient avoir un intérêt pour le collectif? Voilà, c'est une autre question. Est-ce qu'il est trop tard ou pas? Et la troisième question, en fait, c'est une question qui est assez ancienne dans le monde de l'open data. C'est est-ce qu'on doit ou non réguler les usages et on a beaucoup milité pour que on reste quand même avec des usages qui sont ouverts et que le mot ouverture ait du sens. La question, c'est est-ce qu'on doit mettre en place des règles pour que la valeur des communs, les modèles qui en découlent, restent des communs? Dans le monde de l'open data, on a résolu ça souvent avec des licences comme la licence ODBL qui impose un repartage à l'identique. Est-ce qu'il faut se reposer ces questions sur les licences sans être trop restrictif? Parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises dans l'histoire de l'open data, des cathédrales juridiques, des cathédrales d'allumettes où on vous fait signer 30 000 papiers avant d'accéder à la moindre donnée. Du coup, ça peut être quand même un peu désincitatif pour accéder aux données. Donc, c'est ces trois questions qui fâchent sur lesquelles on voulait terminer et qui vous inviteront à avoir de vastes débats à l'apéro. Voilà, exactement.